Tech High-Tech. Donc, il va vous présenter une version, c'est gentil, merci, double enregistrement impeccable. On est bien. Donc voilà, je suis ravi de t'avoir ici avec nous, Clément, même si à distance. Au départ, il devait faire partie aussi également du projet qu'on devait faire ici en physique, donc il était également sur la liste, en tout cas, des premières personnes à présenter justement de la RegTech ici à La Réunion. Donc on est ravi de t'avoir à quelques 10 000 kilomètres près. En tout cas, voilà, de pouvoir avoir une bonne présence d'Itocat et expliquer un petit peu comment tu fais pour faire de la blockchain sans blockchain et comment tu gères la RegTech vu de ton expérience, parce que voilà, ça fait pas mal d'années que est dans la cryptosphère et dans la blockchain industrie. Donc, super. Merci beaucoup, Clément. Top. Marc, merci pour l'intro. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler alors certes de la technologie blockchain, mais de parler un peu de cas d'usage concret. J'ai décidé de vous parler de la RegTech en particulier, parce que je trouve que c'est un sujet qui fait sens, notamment quand c'est lié à la blockchain. Donc avant de vous parler de tout ça, je vais vous parler un petit peu, je vais vous donner un peu de contexte. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur de la sécurité numérique. Avant, je travaillais dans une industrie qui fabrique des passeports, des cartes à puce, des cartes de paiement. Et puis de fil en aiguille, la technologie blockchain a apparu dans mon radar et j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis j'ai fini par me lancer à temps plein dedans dès 2014. Donc, au cours de l'aventure Utocat, dont je vais vous parler un petit peu, finalement, naturellement, est venu des sujets très fintech, regtech. La regtech, c'est un peu plus récent, finalement, comme technique. Au début, on avait été très, très orienté dans les technologies de la finance, et désormais, on fait plutôt des technologies de la régulation. Donc Utocat, aujourd'hui, c'est une société qui a été créée en 2014. Donc maintenant, on fait partie des vieux, je dirais, en blockchain en tout cas. On est une douzaine de personnes en comptant les internes, les externes, ceux qui sont ici à temps partagé avec nous. Nous sommes lauréats de diverses distinctions comme le Pass French Tech de BPI. On a eu un Grand Prix Banque et Innovation en 2017 qui nous a distingués sur notre capacité à mélanger des technologies très très modernes, néanmoins répondre à des besoins soulevés par les banques qui sont nos clients aujourd'hui. Et nous faisons partie de pôles de compétitivité comme Finance Innovation. Et enfin, BPI nous a distingués par notre vitesse de croissance avec le label BPI France Excellence. Donc Utocat, en quelques mots sur la gamme des services que l'on propose. Donc finalement, on a commencé par faire des prototypes, faire de la formation dans les technologies de la blockchain. Et ça a été un peu le marchepied pour nous amener à développer un premier produit qui s'appelle Blockchainies. Blockchainies, c'est le fournisseur d'accès à la blockchain pour les grands groupes financiers. Donc c'est un peu le Free, le Orange, l'équivalent en blockchain. Donc l'idée ici, c'est que les grands groupes n'aient pas besoin de maîtriser la technologie blockchain en tant que telle, mais qu'ils puissent s'en servir au sein de leur métier, de leurs applications, très simplement. Donc vraiment ici, l'objectif, c'est de simplifier la vie, plutôt des grands groupes dans un premier temps et peut-être un peu plus largement dans un second temps. Donc là, je vous parle je crois qu'on remonte à 2015-2016 à peu près. Et c'est un de nos produits maintenant utilisés par notamment AXA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'assurance retard d'avion, FIDSI. C'était un de nos clients très, très utilisateurs de Blockchainies. Et enfin, Catalyzer, que nous avons créé donc en 2017, qui est actuellement utilisé par 3 banques. Donc l'objectif ici, c'est de la conformité réglementaire.
gérés grâce à la technologie blockchain. Et l'objectif ici, c'est d'avoir un niveau de sécurité et un niveau de confiance dans les informations qui soit inégalé. C'est-à-dire que nous, on est capable à tout instant de savoir si un document a été changé ou pas, si un document est bien conforme avec la réglementation en vigueur face à du papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sujets qu'on adresse sont très papier, puisque ici, on parle de Catalyzer, c'est notre gestionnaire de titres non cotés. Et donc, les titres non cotés sont très basés sur le papier. Voilà en quelques minutes ce qu'on fait. Alors finalement, eh bien voilà, qu'est-ce que la RegTech? Et donc la RegTech, elle est là ici pour vraiment aider la réglementation dans les banques. Donc la réglementation financière, pour ceux qui ne savent pas, c'est un empilement. C'est-à-dire que chaque année, il y a des choses qui se rajoutent. Ça se rajoute à l'ancien, donc les banques, les assureurs doivent chaque année s'adapter. Donc ils dépensent un budget proche de l'exponentiel en fait dans les coûts internes. C'est aussi pour ça que les banques ont un peu du mal à innover, c'est parce qu'il y a beaucoup de leur budget part dans la réglementation aujourd'hui, et beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a une dizaine, une vingtaine d'années. Et donc est apparu ce mot, la RegTech, donc technologie de la régulation, pour finalement aller à la même vitesse que les besoins des régulateurs et venir apporter des solutions efficaces et réactives surtout face aux exigences réglementaires qui s'empilent et qui continuent d'accélérer. Voilà en quelques mots le sujet. Après, derrière, on va parler des éléments qui permettent de constituer la RegTech. Quels sont les éléments technologiques qu'on peut utiliser qui vont nous aider? Donc peut-être que pour faciliter la comparaison, je pourrais parler de la FinTech et vous montrer ici qu'est-ce qu'on va avoir d'un côté et un peu moins de l'autre. Parce que finalement, la RegTech s'applique bien à des entités financières. Donc on pourrait se demander quelle est la limite entre la FinTech et la RegTech. Et pourquoi une FinTech n'est pas une RegTech, pourquoi une RegTech n'est pas une FinTech. Et finalement, ça va dépendre de la catégorie de service qui est rendue. Donc aujourd'hui, la FinTech est plutôt considérée sur des services, pour faire simple, on va dire B2C, avec vraiment l'objectif du client final, le rapport direct avec la dépense, le paiement, le règlement. Donc c'est là où on va plutôt parler de FinTech. Après, bien sûr, bon, vous avez des exceptions parce que les agrégateurs bancaires, ce sont des services que l'on rend à l'utilisateur final, mais dans le détail, c'est de la connexion entre les banques. Donc finalement, ça fait très système basse-couche, on va dire. Par contre, du côté de la RegTech, on va aller chercher plutôt la notion de garantie, de surveillance, de conformité finalement. L'accent va vraiment être mis de ce côté-là. C'est aller chercher plus de détails sur que font les utilisateurs, est-ce qu'ils sont conformes d'un point de vue les règles classiques du secteur, c'est AML, KYC, connaissez votre client et puis assurez-vous qu'il ne blanchit pas d'argent. Donc là, au niveau RegTech, c'est plus là-dessus qu'on va mettre l'accent. Plus aller chercher ces difficultés que rencontrent tous les acteurs d'ailleurs. C'est aller chercher les moyens de bien pallier à ces contraintes que sont les connaissances clients et les luttes contre le blanchiment de l'argent. Et puis après, c'est prendre de l'avance, parce que finalement, des normes, il y en aura toujours davantage. Et puis, c'est comment s'équiper pour répondre aux différentes normes qui viennent se rajouter chaque année. Bah, je vais rentrer un peu dans le détail maintenant. Donc, quelques mots sur un peu le démarrage, où est-ce qu'on a pu démarrer, où est-ce qu'on en est actuellement. Donc, voilà, pour ceux qui sont férus de technologie, c'est le moment où je vais parler un peu plus dans le détail. Moi, dans le passé, par exemple, j'ai travaillé dans la biométrie,
Donc la biométrie, c'est la mesure du vivant, hein, biologique. Donc l'objectif ici, c'est par exemple si on a une photo, un visage d'un individu, est-ce qu'on est capable, enfin à combien de pourcents on est sûr qu'il s'agit de l'individu qu'on pensait. Donc votre photo de passeport, quand vous passez aux aéroports, comprendre rapidement si vous êtes bien la personne qui est indiquée sur le passeport, oui ou non. C'est un exemple, hein. J'ai déjà fait du paiement biométrique. En fait, vous allez dans un distributeur de cash. Bon, pas en France, ça n'existe pas, c'était au Brésil. Vous voulez retirer de l'argent, vous mettez votre carte dans le distributeur et vous pouvez utiliser votre empreinte, votre doigt en fait, pour venir sécuriser le retrait de cash. Parce qu'on considère que finalement le code PIN, c'est pas quelque chose qui est très pratique à retenir et que utiliser son empreinte, c'est plus facile, voilà, pour retirer de l'argent. Et puis on a tendance à pas oublier son propre visage ou son empreinte digitale, on va pas l'oublier, tandis que là au moins on a tout avec nous. On a tout ce qu'il faut et on peut plus facilement payer ou retirer du cash. Au niveau intelligence artificielle, là, on va aller chercher plutôt la prédiction ou la détection de comportements rares. Et l'objectif ici, c'est de venir chercher, de venir focaliser des ressources humaines sur des situations rares et ainsi faire progresser le logiciel pour s'enrichir au fur et à mesure et pour pouvoir traiter toutes les situations. Donc, les situations rares, c'est quand quelqu'un tente de frauder, il va avoir un comportement qui est, en tout cas jugé ici, très différent de l'habituel. Alors, Big Data, c'est un peu galvaudé, mais l'idée ici, c'est de dire avoir beaucoup d'informations disponibles et réunies au même endroit, ça permet de prendre plus de décisions plus facilement, de croiser plus rapidement des données et de tirer des conclusions, plutôt que d'avoir des données éparses dans tous les sens qui ne sont pas accessibles, et donc on ne peut pas les utiliser. Ce qui nous empêche ici de tirer des conclusions et puis de rendre des services innovants. C'est ça le point majeur dans l'innovation, c'est quand même son usage, son utilité, et derrière ce qu'elle apporte. Donc ici, on parle bien de respect des normes en vigueur. En termes de bénéfices, alors à court terme, quand on vient restreindre les restrictions vous êtes en train d'ouvrir un compte bancaire, exemple, voilà. Et puis ça vous prend du temps. Vous en avez pour 1 mois, par exemple. Finalement, vous le vivez mal parce que vous dites, mince, c'est long. Finalement, je comprends pas bien ce qu'on me demande. Je comprends pas bien pourquoi c'est long. Je comprends pas les délais. Et donc, finalement, la lenteur d'ouverture ou le nombre de questions posées ou la façon de laquelle elles sont posées, finalement, c'est pour vous, client final, une expérience qui est pas très positive. Donc là, l'idée, c'est d'aller renforcer l'expérience client, pouvoir aller à l'essentiel, pouvoir garantir que d'un point de vue réglementaire, on est bon, mais en même temps qu'on a demandé juste ce qu'il fallait au client et de la bonne façon pour qu'il puisse facilement répondre positif aux exigences réglementaires. Une fois que cette expérience s'est bien passée et qu'on a bien organisé qu'est-ce qu'on demande, dans quel ordre, eh bien derrière il y a un petit effet qui se coule qui est sympa, c'est que la contrepartie, c'est d'avoir des audits ou des rapports sur ce qui est fait, qui soient beaucoup plus faciles à interpréter et à rendre. Puisque comme on a bien organisé la donnée, on a bien organisé le parcours client, derrière, on peut en tirer des conclusions intéressantes. Donc ça veut dire que le temps passé pour vérifier qu'on fait bien notre métier derrière, il est drastiquement réduit. Donc finalement, d'un côté, vous avez des clients satisfaits, et de l'autre, vous avez des contraintes internes qui sont levées, quoi. Vous passez beaucoup moins de temps derrière à retraiter ces données au besoin. Après, on peut parler un peu sur le long terme.
finalement, à long terme, qu'est-ce que ça va apporter? Alors, vous avez, comme le métier est un peu plus maîtrisé, on va dire, puisqu'on s'est posé des questions sur la façon de faire, la façon de fonctionner, quelle est la meilleure façon pour rendre service aux clients, mais néanmoins en restant compatible avec la loi en vigueur. Vous avez derrière la possibilité de prendre des décisions plus éclairées, parce que vous maîtrisez mieux le métier. Du coup, ça fait plus vite sens s'il faut prendre des décisions, changer les façons de faire, changer les pratiques. Avec ces statistiques qui vont remonter finalement, il sera plus aisé d'agir en conséquence. En termes de marché, donc là on va parler un peu de tout ce qui est transparence. Vous aurez un meilleur accès au marché, une meilleure des transactions qui peuvent être plus fréquentes, puisqu'on a enlevé les freins en fait sur le secteur, et ça permet ici comment dire, de fluidifier aussi au niveau du marché les échanges et les capacités des banques là-dessus. Et enfin, quand quelque chose n'est pas clair, eh bien, il y a des erreurs humaines qui peuvent se poser. Et puis, on va avoir, comment dire, ça va amener à des litiges, parce que finalement, on n'aura peut-être pas compris la même chose. Moi, utilisateur final, j'aurais peut-être pas compris ce qui m'a été demandé. Du coup, je vais répondre ce que je peux. Et au final, ça s'avérera incorrect et ça aura peut-être des conséquences fiscales ou juridiques qui seraient fâcheuses. Et du coup, je vais me retourner naturellement contre ma banque ou mon intermédiaire financier avec lequel je ne serais pas du coup d'accord. Et donc ici, l'intérêt, c'est que comme on a fluidifié l'échange, comme on a une relation meilleure, je vais être plus enclin à échanger plus facilement avec mon intermédiaire financier, avoir une relation un peu meilleure, et puis ça va derrière nous éviter respectivement d'être en conflit ouvert et d'aller jusqu'au procès. Donc là, vous avez une réduction sur les sanctions pénales et ce genre de sujet. Donc certes, vous avez les amendes, mais c'est la réputation aussi qui est en jeu, et finalement, dans un établissement financier, c'est la réputation qui est le plus important. En termes alors, vous avez beaucoup d'études, vous avez beaucoup de startups qui sont présentées de diverses manières. Donc là, je vous propose Wavestone qui vient de sortir son radar sur les technologies blockchain en France. Donc vous pouvez voir ici, donc en France, quel type d'acteurs nous avons. Vous pouvez voir que la supply chain et les crypto-monnaies sont des thèmes particulièrement prisés en ce moment. Sur la finance, on n'est pas si nombreux, mais comment dire, on a une forme de maturité. Les acteurs ici présents ont un âge, en tout cas pour ceux que je reconnais en haut, ouais, quasiment tous ont un âge relativement avancé, ils ont dépassé les 4 ans. Vous avez après des challengers, ouais, eExec, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, c'est un des projets phares en France, c'est que ils ont développé une blockchain, et du coup ils sont bien connus sur le secteur. Enfin, on peut voir, si on ouvre un peu le spectre, quelques secteurs émergents comme l'énergie et la santé, qui sont les thèmes du moment. C'est en train de s'ouvrir, c'est encore assez jeune, on va dire. Et là où nous sommes basés à Euratechnologies, les technologies au service des avocats directement sont en pleine émergence. Vous avez par exemple ici les diplômes, vous avez de l'ancrage, de la preuve documentaire ici avec ces deux acteurs. Vous avez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est des services un peu variés dans le secteur. Donc c'est toujours bien de savoir un petit peu ce qui se passe. Là, vous avez un certificateur d'œuvres d'art qui d'ailleurs travaille avec nous, CISART. Toujours bien de voir un peu ce qui se passe dans le paysage. À la fin, c'est globalement une façon équivalente d'utiliser la blockchain je dirais, sur ce secteur-là en particulier.
c'est qu'on ne va pas utiliser les particularités financières de la blockchain, on va utiliser plutôt les particularités certifiantes. On va garantir de l'information, des PDF, des emails, voilà, on va garantir des documents, des informations. Alors que dans la zone crypto-monnaie, là, l'objectif est plutôt spéculatif et on va plutôt aller chercher la notion de token ou de transfert de valeur intrinsèque à la blockchain elle-même. Alors là, c'est notre spécialité à nous, Utocat, c'est que ce qu'on aime bien, c'est que ce soit parlant, pratique. Alors parlant, ça va dépendre du public, mais en tout cas pratique, utile, utilisable. Et donc là, je vais vous présenter quelques cas d'usage. Donc ici, pour ceux qui connaissent mal la blockchain, je vais vous l'expliquer en un slide. Donc j'ai pas vocation à être exhaustif, évidemment. Mais l'idée ici, c'est de comprendre très rapidement comment ça fonctionne. Vous pouvez voir là que j'ai un slide circulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de point de démarrage, tout est voilà. Donc je vais commencer par le besoin utilisateur. Donc j'ai besoin de faire une transaction, d'inscrire des données dans une blockchain. Pour le faire, j'ai besoin de m'appuyer sur l'existant. C'est pour ça que je l'ai mis ici avec la flèche là, c'est que je vais m'appuyer sur les données existantes pour pouvoir faire mes transactions. Quand je fais ma transaction, je vais l'envoyer au réseau des différents mineurs, des ordinateurs qui constituent la blockchain visée. Donc nous, par exemple, on utilise Ethereum. Chaque ordinateur dans le monde va venir vérifier la validité de la transaction pour la mettre en attente de validation. Et une fois qu'un ensemble de transactions sont prêtes à être validées, il va y avoir un mineur qui va sceller ces informations, qui va valider l'ensemble des données en une fois et qui va propager le bloc d'informations de l'ensemble de transactions validées au réseau. Ça va venir s'ajouter à la liste, vous voyez ici des petites flèches validées, à la liste des blocs d'informations validés, et à partir de ça, on va pouvoir rajouter des nouvelles transactions qui se baseront sur les informations d'avant. Et c'est ainsi que on crée un système dont les données sont certifiées au fur et à mesure et basées sur les données d'avant. Comme ça, on est sûr et certain que l'information est fiable. Parce que si jamais on modifie une information qui a eu lieu avant, eh bien, tout le reste des informations liées entre elles n'est plus correct. Donc le système, entre guillemets, va s'en rendre compte et va empêcher cette modification. Voilà en quelques mots rapides ce qu'est la technologie blockchain. Et je vais vous parler du cas d'un de nos clients dont la mission est de certifier la provenance des œuvres d'art. Donc, une œuvre d'art, généralement, est située dans le monde du physique. On l'a dans les mains, on va dire un tableau, par exemple. Comment on fait pour certifier quelque chose de physique? Alors, on va utiliser ce qui fait que cette œuvre d'art est authentique. Généralement, il faut un certificat qui permet de garantir que l'œuvre d'art est authentique. Ce certificat va être réalisé par des individus, donc c'est la compétence de vérifier qu'il y a bien une adéquation entre l'œuvre d'art et sa provenance, son auteur. Parfois, il va aussi regarder qui l'a acheté avant pour essayer d'aller identifier la provenance et venir garantir que l'œuvre d'art qu'on a dans les mains est bien la bonne, n'est pas une contrefaçon, et que donc on peut, en toute quiétude, obtenir, acheter l'œuvre d'art. Alors, comment on fait? L'objectif ici, c'est donc de certifier ces informations. Ensuite, on va aller créer une comment on appelle ça? C'est du jargon spécifique à ce secteur, c'est le pédigré de l'œuvre d'art. Donc le pédigré, c'est la provenance, c'est-à-dire qui l'a eu dans les mains avant, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de fraude en fait dans la chaîne.
Donc, une fois qu'on l'a certifié, eh bien, la prochaine fois qu'on va venir vendre l'œuvre d'art, on aura plus facilement accès à cette certification, et ainsi de suite. Donc, on a au début des certifications basées sur du papier, sur des dires d'individus, puis au fur et à mesure, plus on va vendre les œuvres, plus elles vont être tracées de cette façon-là, et plus on sera confiant dans la provenance. Il faut savoir aujourd'hui que 50% des œuvres d'art sont faites à travers des ventes enchères publiques, et environ 50% sur des transactions privatives. Donc pour faire simple, on n'a pas beaucoup d'infos sur ce deuxième type d'opération. Et c'est là qu'on a malheureusement des fraudes, et qu'il y a un besoin pour, ne serait-ce que les acheteurs qui n'ont pas envie d'acheter des contrefaçons, et qui ont besoin de disposer d'œuvres d'art dans lesquelles ils ont pleine confiance pour profiter de ces œuvres d'art. Alors du coup, il y a une première vérification qui est manuelle, qui est faite par des humains. Ensuite, on va aller enregistrer, certifier les mouvements dont je vous ai parlé. Et puis, plus simple, on va présenter ces informations de façon simple, intuitive, accessible, pour rendre le service facile d'accès, facile d'usage. Donc, on démarre du réglementaire, on va dire. On va sur de l'opérationnel, et puis ensuite sur de l'expérience utilisateur. Donc, c'est la marque aussi dans notre secteur d'activité, c'est qu'il faut jongler avec ces trois-là à la fois. Il est très important, parce que si un système est très qualitatif mais inutilisable, eh bien, il ne sera pas utilisé. C'est la base dans les technologies récentes, c'est que si c'est inutilisable, on ne s'en sert pas. Alors là, il s'agit d'un prototype qu'on a mené avec 9 banques. L'objectif ici, ça a été de certifier des données des individus. Donc c'est par exemple Clément, Franco, j'habite à Lille. Et donc l'objectif ici, c'était dans un premier temps de certifier des données des individus. Donc on a eu plusieurs axes de recherche ici. Par exemple, l'auto-certification, c'est ce qu'on a ici au tout début, c'est voilà, je déclare des infos et puis j'affirme qu'elles sont correctes. Ensuite, dans un second temps, il faut que quelqu'un, une entité, puisse se positionner et dire oui, effectivement, c'est bien. Enfin, disons que Clément Francôme existe bien, et le Clément Francôme que moi je connais, il habite à Lille. Donc ici, on a accès à des entités tierces, comme par exemple EDF qui sait vaguement où j'habite normalement, parce que mon compteur n'a pas tendance à bouger de chez moi, donc c'est un point de référentiel qui ne bouge pas trop. Et on peut s'en servir pour valider le fait que le compteur individuel, eh bien, au nom de Clément Francôme, est situé à Lille. Et ensuite, donc là c'est un exemple, mais l'idée c'est d'aller certifier comme ça toutes les données de l'individu qui sont requises pour pouvoir, par exemple, ouvrir un nouveau compte bancaire. Donc l'idée ici, c'était de monter un réseau un peu participatif dans lequel on aurait différents acteurs, on aurait les individus, on aurait ceux qui peuvent affirmer des choses sur les individus, donc les certifieurs, et on aurait derrière les consommateurs de services comme les banques, les assurances. Puis l'avantage de faire comme ça, c'est que finalement, quand il y a un changement de domicile, c'est aussi plus dynamique, plus efficace pour que l'information soit plus rapidement mise à jour. Et donc voilà, on a développé une application qui permet de contrôler qui a accès aux informations, à quel moment. On peut révoquer les droits d'accès d'EDF, par exemple, à notre demande de certification. On peut autoriser Free à y avoir accès. Donc ici, on a voulu créer un système qui permette vraiment d'avoir une forte confiance dans qui a accès à mes infos, qui en est bénéficiaire, qui les certifie, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. On a essayé de montrer un système un peu complet pour pouvoir gérer ces données privées dans un contexte où une entité en a besoin pour ouvrir des comptes. Donc la finance, c'est un bon exemple parce que par nature, un compte bancaire, il y a beaucoup d'informations qui sont demandées.
Ici, on a voulu montrer un peu d'avenir, se projeter un peu dans le futur et imaginer un environnement dans lequel, les assurances seraient faites automatiquement. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu un sinistre, une voiture cassée, une vitre de votre maison abîmée. Donc il y a un peu de procédure avec les assureurs. Les démarches sont compliquées, il y a du papier, il y a des experts qui viennent, c'est une démarche très longue. Et là, on s'est dit, comment on peut faire en sorte que l'indemnisation de l'assureur soit faite automatiquement. Alors donc, ici, nous, on a besoin donc du contrat, le coder un peu dans la blockchain et reprendre les thèmes majeurs, ce qui permet de pouvoir prendre une décision en cas de remboursement. On va avoir des sources de données qui vont nous dire, par exemple, là, on va dire qu'on s'assure contre une météo défavorable, mais vous pouvez prendre le cas de Fidzi pour les assurances retard d'avion. C'est un peu la même chose. Vous avez un fournisseur de données qui vous dit bon, ben voilà, il est tombé de la grêle dans votre champ, et vu la taille des grêlons qui sont tombés, parce qu'on a interrogé Météo France, il y a 75% de chances pour que 23% de votre champ se soit fait détruire. Donc là, en fait, l'assureur peut prendre une décision de dire bon ben voilà, on estime que c'est 23%. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours venir nous voir et affirmer d'autres choses. Néanmoins, on vous rembourse très rapidement sur cette base-là. Et du coup, derrière, vous avez des règlements de sommes d'argent qui sont faits beaucoup plus rapidement dans cet environnement-là qu'aujourd'hui, dans lequel il faut faire déplacer un expert, attendre son compte-rendu, une contre-expertise si besoin, etc., etc. Voilà un peu l'idée ici. Et enfin, pour un grand acteur de la finance qui est spécialisé dans des opérations boursières, donc nous, on a analysé comment on peut adapter le process de fonctionnement sur une chaîne d'investissement. Donc vous achetez des parts de fonds d'investissement. Comment on peut optimiser les process de telle façon à gagner du temps, réduire les coûts et surtout réduire les délais et puis les probabilités d'erreur aussi, parce que c'est ça qui va générer du coût, c'est quand il y a des erreurs. Il faut derrière reprendre à la main toutes les données et donc les banques ont des coûts très forts là-dessus. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, ça leur coûte très cher. Donc on a développé plusieurs smart contracts qui permettent ici d'organiser cette chaîne de valeur. Donc vous passez votre ordre, l'ordre il est reçu par exemple le fonds d'investissement. Vous avez la personne qui est chargée de vérifier tous les ordres de mouvement qui est notifié. Le fonds va calculer sa valeur puisqu'il doit avoir un prix. Pour info, quand on achète une part de fonds cotée, en tout cas pour le grand public, vous envoyez de l'argent, mais vous ne savez pas combien de parts vous allez avoir. C'est-à-dire vous dites j'en veux pour 1000 euros, et puis vous ne savez pas à quel prix. Mais le fonds, lui, il va collecter toutes les intentions d'achat et de vente, plus il va regarder combien il a en stock d'actifs, il va en faire une évaluation de valeur, et grâce à ça, il va vous donner le prix de votre part de fonds. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut paraître très surprenant d'acheter des parts de fonds sans savoir quel prix ça coûte. Et donc si vous voulez vous en convaincre, ici vous pouvez aller chez par exemple Boursorama et vous achetez des parts d'un fonds et vous verrez en fait il y aura une différence entre l'ordre d'argent que vous envoyez et le résultat final, parce qu'en fait la banque va prendre des marges de risque, c'est-à-dire qu'elle va vous prendre 10% de plus d'argent en se disant au cas où ça bouge de 10%, je suis capable avec mon ordre un petit peu plus gros de couvrir le besoin, et donc je donne un peu de marge à tout ça, quoi. Donc ça c'était un peu surprenant parce que je pensais qu'en bourse à l'époque on achetait exactement ce qu'on voulait, quoi, une action 15 € et c'est parti. Et bien pas dans ce cas-là. Donc on calcule la valeur du fonds,
on transfère l'argent, donc depuis notre compte d'investisseur. L'argent est reçu, donc pour info, c'est pas du tout instantané, c'est quelque chose qui prend plus que 24 heures. Et enfin, quand on a reçu les parts de fonds, l'argent, alors les parts du fonds d'investissement sont livrées. Ça veut dire que vous êtes désormais propriétaire des parts du fonds d'investissement. Et enfin, eh bien, il y a un impact fiscal ou réglementaire. Et là, sont générés dans cette dernière étape la liste de tous les impacts. Donc, à quel prix vous l'avez acheté, à quel moment, la date de valeur, etc., tout un tas de prérequis dans les banques. Et donc l'idée, ça a été de développer ici cette offre très technologique pour bien sécuriser ces échanges et derrière de pouvoir en tirer d'autres services à valeur ajoutée. C'était ça un peu l'idée, c'est de profiter de la mécanisation de ces étapes pour derrière aider sur des choses à valeur ajoutée. Réfléchir à quel fonds je sélectionne par rapport à un autre, faire en sorte que le système dispose de plus de fonds d'investissement qu'avant, et puis aider avec un peu d'analyse transactionnelle, aider à déterminer quel est le fonds le plus adapté pour nous. Je vais vous parler maintenant des enjeux de la RegTech. Donc aujourd'hui, en termes de répartition, donc là je vais vous parler plutôt de quantité d'entreprises. Je vous ai parlé tout à l'heure du coût de la réglementation, vous le voyez ici, c'est... attendez, d'ailleurs, si je vais jusqu'au bout, vous avez la partie connaissance du client qui représente beaucoup du centre d'intérêt des banques. Et après, on a des activités plus transversales qui sont, par exemple, dans la surveillance d'opérations, c'est de monitorer en permanence ce qui se passe pour détecter s'il n'y a pas des fraudes ou des tentatives de fraude sur des virements ou des actions boursières. Vous avez ici tout ce qui est notion de reporting, d'activité. Donc, en fait, les gestionnaires de conformité sont un peu les parents pauvres dans la banque, puisque la tradition était de faire ça en papier. Donc, ils sont pas très bien. Enfin, bon, là, c'est de mieux en mieux, mais jusqu'à présent, ils n'étaient pas très bien outillés d'un point de vue informatique pour faire leur métier. Et du coup, ça entraînait pour eux des vraies difficultés à le faire correctement. Vous avez la GDPR qui a suscité pas mal de vocations, protection des données individuelles. Et puis après, voilà, vous avez des segments un peu plus particuliers sur l'anticipation des problèmes ou ce que je viens de vous dire, la gestion des actifs. C'est plutôt plus spécifique ici. Ici, c'est pour vous montrer un petit peu l'intérêt du secteur en termes de fonds d'investissement, de nombre de levées de fonds. Donc vous avez ici le nombre de projets qui ont levé des fonds, et ici vous avez la quantité de fonds levés pour les projets. Donc finalement, vous pouvez voir que comparé à plus tôt, certes le KYC c'est quelque chose qui attire beaucoup de projets, mais néanmoins c'est plutôt concurrentiel en fait comme secteur, alors que la conformité c'est quelque chose d'un peu plus nouveau. Et donc, les anticipations de plus-value ou la maturité est plus forte finalement. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux approches. Comme ça, on peut voir effectivement, en termes de maturité, d'intérêt ou de nouveauté, qu'est-ce qui prend le pas. Et enfin, je vais vous parler de notre expertise à nous, donc le non-coté. Donc, le non-coté, c'est tout ce qui n'est pas en bourse. L'objectif ici, c'est qu'en fait, quand on achète des parts de start-up et qu'on vient les acheter, les vendre, finalement, il n'y a pas de marché, il n'existe pas de bourse. Et donc, c'est un endroit où tout est très manuel, voire très papier. Donc, nous, on a décidé de venir digitaliser l'expérience ici pour pouvoir accélérer les opérations. Et ici, je vous présente un petit peu notre marché, en fait, finalement, qu'est-ce que ça représente. Donc, au niveau européen, on a 158 milliards d'euros qui sont investis chaque année dans ces actifs non cotés,
Donc certes les startups, mais les startups finalement c'est une frange très faible de la totalité de l'investissement européen. C'est plus en fait des TPE, PME, ETI. Vous avez des cadres supérieurs qui investissent dans leur propre entreprise, vous avez les salariés, vous avez certes des investisseurs très classiques, vous avez aussi les fondateurs en famille qui viennent comment dire, confier un peu de capital à leurs enfants pour assurer la pérennité de l'activité au-delà de leur personne unique. Et donc nous, on a décidé dans ce marché, donc vous avez ici en France ce que ça donne, on a environ un sixième en France. Nous, on a décidé d'adresser le marché du non-coté sur la partie fiscale, on va dire. Il existe en France des supports dans lesquels on peut mettre des actions non-cotées, qui s'appelle le PEA, le plan épargne action. Quand vous investissez grâce à ce support, en fait, vous pouvez bénéficier d'une fiscalité plus orientée long terme, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vous prendre de l'argent tout de suite au moment où vous avez fait votre plus-value, vous avez acheté une part de startup, vous l'avez vendue, vous avez fait une plus-value. Avec le PEA, en fait, vous retardez le moment où vous allez payer la fiscalité et vous allez aussi la diminuer, de telle façon à pouvoir réinvestir. Donc ça, c'est une stratégie plus long terme. Et donc le PEA a été créé pour aider les stratégies long terme. À la base, c'était pour aider le marché boursier français, mais maintenant, nous, on l'utilise pour le marché plutôt de l'émergence, des startups et autres. Concrètement, donc comment on fait avec Catalyseur? Donc en fait, vous avez ici plusieurs utilisateurs chez nous qui viennent se connecter à notre solution. Vous avez la banque, le banquier que vous voyez tous les jours, mais aussi les individus du back-office de la banque qui viennent se connecter. Vous avez vous-même, investisseur ou vous-même, entreprise, ça dépend de quel côté vous êtes, qui allez vous connecter à la solution. Vous allez déposer vos documents réglementaires que nous, on aura organisés pour vous demander le strict minimum nécessaire d'informations pour faire l'opération. On va pouvoir valider les documents avec un délai très très court. En moyenne, chez nous, c'est quelques jours, comparé aujourd'hui à 3 semaines à 1 mois de moyenne de durée de validité. Et enfin, on va venir certifier que l'opération s'est bien passée grâce à la signature numérique et la blockchain qui vont garantir finalement la pérennité des informations dans le temps et augmenter notre niveau de confiance dans ces systèmes. Donc pour y parvenir, nous, on a développé un logiciel. Alors d'un côté, vous avez la partie métier, donc c'est important que le métier soit bien organisé. Mais surtout, pour y parvenir, on a dû utiliser toutes les réglementations en vigueur, la conformité sur les normes techniques, venir dématérialiser toutes les opérations, repenser les opérations en digital et pas penser que papier, réorganiser l'information, et puis tout ça, ça va nous apporter un fort gain de temps d'avoir concentré tous ces avantages dans le même logiciel. Donc voilà pour moi. J'espère que ça vous a plu et puis je vais passer à une phase de questions-réponses si vous en avez. Est-ce que pour vous, c'était très clair ? Bon, je vois que c'était plutôt clair. Si vous n'avez pas de questions, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Puis n'hésitez pas, hein, donc le marché de la RegTech, c'est vrai que c'est un marché qui est plutôt récent. C'est un marché qui est très important pour les acteurs de la finance. Et ici, on va venir vraiment aider les utilisateurs à pouvoir mieux se servir des différents outils qu'on a en finance, pouvoir se sentir finalement un peu plus,
gagner du temps, quoi, être moins en conflit comme aujourd'hui on peut l'être avec les acteurs financiers, et plus s'orienter sur la valeur ajoutée. Finalement, est-ce que tout ça m'apporte bien quelque chose, oui ou non? Mais ça s'affecte aussi sur la crypto-monnaie. Oui, c'est vrai. Ouais. Du coup, en fait, Tout à fait. En crypto-monnaie, oui. il peut être actif. Enfin, la RegTech peut aller sur les deux fronts, je dirais. Le front de la finance et Tout à fait. aussi la régule de tout ce qui dit le blockchain et la crypto-monnaie, en fait. Oui, tout à fait. La RegTech, elle est au service des utilisateurs, on va dire, et que les utilisateurs soient en crypto-monnaie ou en monnaie plus classique ou en investissement plus classique, la RegTech est au service des deux, puisque la RegTech, c'est la réglementation. Donc, dès l'instant où il y a une réglementation en crypto-monnaie, eh bien, les services en RegTech peuvent utiliser, bien entendu, les deux, oui, tout à fait. Ok, je comprends. Non, j'ai pas d'autres questions pour moi. C'est le temps de assimiler. Merci en tout cas, Clément. Oui, oui, avec plaisir. Vikram, pour toi, c'était clair? Olivier, Diani, Oui, oui. pour vous, c'est Oui, clair? Ah oui, oui, pour Olivier, moi c'est c'est toi, bon. bien sûr. Ouais. Et je crois que les autres, ils ont leur micro coupé, du coup. Oui. Si vous voulez prendre part aux échanges, vous pouvez débloquer votre micro en appuyant sur le petit micro qui est au centre de l'écran. Du coup, je vais mettre. Il y avait une Ouais, slide, ok. il y avait une slide que je voulais revoir. Ouais, plaisir, oui. Attends, le temps que je prends ma question, une seconde. Oui. Je vais repartager mon écran. Voilà. Est-ce que tu vois la slide que tu voulais, sur laquelle tu voulais échanger? En fait, tout à l'heure, tu parlais que certains pays utilisaient la RegTech, non? Attends. C'était les dernières slides ou? Ouais, dans les dernières slides. Ouais, attends, celle-là, par exemple, je disais que la répartition de la RegTech est non, pas celle-là, celle d'avant. Celle-ci? Non, avant. Ah, encore avant? Voilà. Ah, Je ici disais peut-être? que la répartition des RegTech euh, ouais, attends. Je disais la répartition des RegTech européennes par pays, par métier. Mais tu parlais aussi de ce qui dit certification. Du coup, en fait, je voulais savoir si Peut-être ici alors. en fait, tu avais pris l'exemple, la certification des tableaux. Ah oui. Et en fait, je me disais, Ici. est-ce que du coup, la RegTech, c'est pas comme si c'était une certaine police pour comment dire, euh, tu ne fais pas que de la régule, mais tu constates
enfin, tu constates et tu fais comme une police, quoi, en fait, si tu veux. Ouais, tu peux agir derrière. Alors, Ouais, voilà, c'est ça. oui, d'une Je certaine savais pas le façon, dire. parce que en fait, mais je crois qu'on l'appelle différemment. La RegTech aujourd'hui, elle est principalement au service des entités qui sont, comment dire, contraints par la loi, donc les banques par exemple. Les régulateurs, comme la Banque de France par exemple, pourraient être tentés de s'équiper de logiciels pour pouvoir agir automatiquement, entre guillemets. Et là, justement, faire la police un peu de façon automatique. Alors, c'est une possibilité. C'est juste que pour l'instant, les régulateurs, donc comme la Banque de France, c'est un très bon exemple, la Banque de France n'est pas encore disposée, on va dire, à vouloir faire ces contrôles de façon automatique. Parce que la problématique de faire des contrôles de façon automatique, c'est que du coup, il n'y a plus forcément d'interprétation humaine. Et voilà, pour l'instant, ils n'ont pas encore décidé de passer le cap, mais peut-être qu'effectivement, dans les années à venir, ça va venir. C'est-à-dire que le régulateur va venir faire son travail de façon un peu plus automatisée. Ouais. Ok. Ouais, je vois le principe. Ok. Ouais, c'est parce que j'avais échangé avec eux, les régulateurs, et ils m'avaient dit que pour l'instant, ils préféraient avoir une posture plus. Ils n'étaient pas confiants encore pour que ce soit vraiment totalement automatisé leur démarche là-dessus. Ok, bah, c'est bon pour moi. Merci en tout cas pour Ouais, l'intervention. top. Merci Gianni du coup. Bon bah ravi que ça t'ait plu en tout cas Olivier. Et du coup, Oui, c'est vachement intéressant parce que je ne pensais pas que quand il y avait aussi un système de dérégulation au niveau déjà de la finance et aussi sur d'autres, je dirais sur d'autres, sur un autre, je ne pourrais pas dire. avec un autre point de vue, Ouais, sur un autre point de vue, voilà, avec un autre point ouais. de vue, ouais, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est bien de voir un peu les points de vue des différents acteurs. En fait, ils sont tous contraints. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment ça s'appelle, la loi est un peu la même pour tous, quoi. Et, ils essayent tous de faire au mieux, mais c'est vrai que avant c'était une approche très manuelle, et maintenant tous les acteurs se rendent compte que finalement ça suffit plus. Ils sont obligés d'utiliser des technologies parce qu'ils sont pas capables à la main de suivre en fait. Le poids de la réglementation est trop fort, leurs dépenses sont aussi trop fortes, et du coup ils sont obligés de recourir à des techniques finalement pour alléger tout simplement leur charge. En fait, c'est un calcul assez économique, quoi. Et surtout, au début, tu parlais de ce qui dit les blockchains. Je sais que comme je maîtrise pas le sujet, euh, et que tout à l'heure je parlais de crypto-monnaie, et du coup, ça m'a fait penser à comme Rectech qui faisait une espèce de régule. Je pensais tu vois, que qu'il allait sur plusieurs fronts. Alors, du coup, c'est assez intéressant. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'ici, j'ai abordé des notions qui étaient un peu variées. La blockchain, la regtech, la réglementation. C'est vrai que quand on n'est pas tout à fait dedans, on n'a pas forcément idée des différentes contraintes. Et voilà, l'idée ici, c'était, j'espère, de voir un petit peu sur chacun des acteurs quelles sont leurs contraintes et pourquoi ils le font comme ça, et pourquoi demain ça va être mieux fait, quoi. Ok. Et par contre, il y a un truc que j'ai pas suivi, ou Mhm. peut-être que j'ai mal compris, c'est euh, catalyseur, c'est ça? Catalyseur, oui. Euh, catalyseur. En fait, euh, en quoi, catalyseur
enfin, en quoi RedTech et Catalyseur pouvaient fonctionner chez les entreprises. Peut-être que j'ai mal compris, mais en fait, j'ai pas saisi le principe. Je comprends. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir faire tes contraintes réglementaires, eh bien, tu dois avoir les informations. Nous, on a constaté que les informations, elles peuvent être du côté de l'investisseur, mais parfois, les informations, elles sont également du côté de l'entreprise dans laquelle on va investir. Et les deux ont besoin d'apporter de l'information. Donc, en fait, ce sont plutôt nos sources d'information plus que la réglementation elle-même, en fait. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, je vois à peu près. Ok. Et en fait, on est un peu obligé d'aller chercher des liens comme ça avec les différentes entités, parce que c'est ça qui nous permet de gagner du temps, en fait. Nous, si tu veux te faire une idée, aujourd'hui, dans le titre de mon côté, c'est du papier qui est envoyé par la poste, qui est perdu dans les fins fonds des back-office des banques. On peut aller en pointe jusqu'à 6 mois de délai de traitement, parce que l'information, elle se perd, elle se retrouve, etc. Avec notre logiciel, le record, c'est 22 minutes de temps de traitement, tout compris, avec toutes les informations de tout le monde en même temps. Et dans un monde où 1 mois à 6 mois, c'était OK, on n'avait pas besoin de notre solution. Mais aujourd'hui, on est un peu plus pressé qu'avant. Et on va préférer avoir des choses qui sont faites en une journée ou carrément 22 minutes, plutôt que des choses qui sont faites en 1 mois. Et donc, c'est pour ça aussi que on est obligé de progressivement s'interconnecter avec tout le monde pour pouvoir avoir l'information plus vite. Ah, ok, je vois. Et la prise d'exemple pour la poste, j'ai mieux compris. Merci, Clément. Ouais, je t'en prie. Bon, ravi. Sur ce, je vais du coup arrêter l'enregistrement. Puis je vous remercie. Merci, Clément, en tout cas, pour l'intervention et puis Ouais. pour la petite présentation. De rien.